Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous lire une autre petite nouvelle de John Steinbeck, Le meurtre. Très belle écoute à tous. La chose advint, il y a un certain nombre d'années, dans le comté de Monterey, en Californie centrale. Le canyon del Castillo est une de ces vallées qui s'allongent entre les éperons et les crêtes nombreuses de la chaîne de Santa Lucia. Du canyon del Castillo, la faille principale, nombre de petits arroyos, se taille un passage jusqu'à flanc de montagne, ravins boisés et recouverts d'épaisses broussailles où foisonnent la sauge et l'arbre à galles. À la naissance du canyon se dresse un gigantesque château de pierre, flanqué de contreforts et de tours à la façon de ces citadelles érigées par les croisés sur le chemin de leur conquête. Seule une visite sur les lieux dévoile que le château fort n'est qu'un étrange phénomène dû au travail du temps, de l'eau et de l'érosion sur du grès meuble stratifié. De loin, les remparts démantelés, les ponts-levis, les tours et jusqu'aux meurtrières deviennent réels sans que l'imagination ait beaucoup à intervenir. Sous le château fort, sur le sol presque uni du canyon, se dresse le vieux bâtiment de la ferme, une grange moussue rongée par les intempéries, et un hangar à bestiaux tout décrépit. La maison est déserte. Les portes, tournant sur leurs gonds rouillés, grincent et claquent les nuits où le vent déferle du château. Il vient peu de visiteurs à la maison. Parfois une troupe de jeunes gens parcourt bruyamment les pièces, inspectant les placards vides et bravant à haute voix les fantômes dont ils nient l'existence. Jim Moore, le propriétaire du terrain, n'aime pas voir des gens chez lui. Il accourt à cheval de sa nouvelle maison, située plus bas dans la vallée, et pourchasse les garçons. Il a mis des écriteaux, passage interdit, partout, afin d'écarter la curiosité morbide des gens. Quelquefois, l'envie le prend de brûler la vieille maison, mais à ce moment, un étrange et puissant attachement aux portes battantes, aux fenêtres opaques et sinistres, lui interdit une telle destruction. En brûlant la maison, il détruirait une partie très importante de sa vie. Il sait que lorsqu'il descend en ville en compagnie de sa femme, jeune, potelée et encore jolie, les gens se retournent et le regardent s'éloigner avec une crainte mêlée d'une certaine admiration. Jim Moore naquit dans la vieille maison et grandit dans ses murs. De la grange, il connaissait chaque planche vermoulue, jusqu'au détail des veines du bois, chaque râtelier usé, poli par le temps. Son père et sa mère étaient morts tous deux quand il atteignit 30 ans. Il fêta sa majorité en laissant pousser sa barbe. Il vendit les cochons et prit la décision de ne plus en faire l'élevage. En fin de compte, il fit l'acquisition d'un magnifique taureau de Guernesey pour améliorer son cheptel et prit l'habitude de se rendre à Monterey le samedi soir pour s'y saouler et faire la causette avec les bruyantes pensionnaires du 3 étoiles. Dans la même année, Jim Moore épousa Jelka Sepik, une Yougoslave, fille d'un fermier lourd et patient de Pine Canyon. Jim n'était pas fier de la famille étrangère de sa femme, de ses nombreux frères, sœurs et cousins, mais sa beauté l'enchantait. Jelka avait un regard naïvement interrogateur, de grands yeux de colombe. Elle avait un nez mince et finement taillé, et des lèvres épaisses et douces. Pour Jim, la peau de Jelka était un perpétuel sujet d'étonnement, car d'une nuit à l'autre, il oubliait combien elle était merveilleuse. C'était une femme si tranquille, si souple et si prévenante, une maîtresse de maison si parfaite
que souvent Jim se rappelait avec dégoût les conseils de son père le jour du mariage. Le vieux, larmoyant et congestionné par la bière des festivités, s'était approché de Jim et lui donnant un coup de coude dans les côtes avec un ricanement suggestif qui fit disparaître ses petits yeux noirs derrière les paupières bouffies et plissées. « Attention, fais pas l'imbécile, dit-il. Jelka, c'est fille slave. Il n'est pas comme américaine. S'il est mauvais, faut taper. S'il est trop longtemps gentil, faut taper aussi. Je tapais ma maman, papa tapait ma maman. Une fille slave, il n'est pas un homme, celui qui lui corrige pas un bon coup, sacré bon Dieu. Je ne battrai jamais Jelka, dit Jim. Le père gloussa et de nouveau lui donna une bourrade dans les côtes. « Fais pas l'imbécile, conseilla-t-il. Un jour, toi voir. » Il repartit en titubant vers le tonneau de bière. Jim ne tarda pas à découvrir que Jelka n'était pas comme une Américaine. Elle était très silencieuse. Jamais elle ne parlait la première, se bornant à lui répondre par de brefs murmures. Elle apprenait son mari tout comme elle apprenait des passages de l'écriture. Au bout d'un certain temps de mariage, Jim n'avait même plus à demander une chose d'usage courant dans la maison. Jelka la lui avait préparée avant qu'il en eût exprimé le désir. C'était une épouse remarquable, mais pas une vraie compagne. Aucun désir de camaraderie en elle. Elle ne parlait jamais. Ses grands yeux le suivaient, et quand il souriait, parfois il souriait aussi, d'un sourire lointain et voilé. Elle passait des heures interminables à coudre, tricoter et raccommoder. Elle était là, assise, surveillant ses mains habiles, et elle paraissait considérer avec un étonnement mêlé d'orgueil les petites mains blanches qui savaient faire des choses si jolies et si utiles. Elle ressemblait tellement à un animal que parfois Jim lui donnait de petites tapes sur la tête et le cou, mu par la même impulsion qui le poussait à flatter un cheval. Dans la maison, Jelka était extraordinaire. Quelle que fût l'heure à laquelle Jim rentrait de la montagne, aride et chaude, ou des terres cultivées du fond de la vallée, son dîner était là qui l'attendait, fumant, ponctuellement prêt. Elle le regardait manger, poussait les plats à portée de sa main au moment qu'il fallait et remplissait sa tasse quand elle était vide. Au premier temps de leur mariage, il entretenait des choses de la ferme, mais elle lui souriait comme le fait un étranger qui veut se montrer aimable, bien qu'il ne comprenne pas. « Les talons s'est coupé au fil de fer barbelé, » disait-il. Alors elle répondait « Oui », avec une inflexion descendante qui ne contenait ni interrogation ni curiosité. Il comprit bientôt qu'il lui serait impossible de communiquer avec elle d'aucune manière. Si elle avait une vie intime à part, celle-ci était trop vague, trop lointaine, pour qu'il y pût accéder. La barrière qu'il voyait dans ses yeux n'était pas de celle que l'on peut écarter, car elle n'était ni hostile ni intentionnelle. La nuit, il caressait ses longs cheveux noirs, ses épaules incroyablement satinées et dorées, et elle poussait de petits cris de plaisir. Au plus fort de son étreinte, et seulement alors, il semblait qu'elle eût une vie à part, ardente et passionnée. Puis elle redevenait instantanément l'épouse laborieuse et péniblement soumise. « Pourquoi ne me parles-tu jamais ?» demandait-il. « Tu ne veux pas me parler ?»« Si, » répondait-elle. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» C'était le langage de la race de Jim, sorti d'une pensée étrangère à cette race. Un an passa. Jim en vint à désirer ardemment la compagnie des femmes, les potins, les menus propos que l'on échange pour le plaisir de bavarder, les injures plaisantes lancées à voix criarde, la vulgarité un peu salée. Il reprit l'habitude d'aller en ville boire et s'amuser avec les filles bruyantes du 3 étoiles.
Il plaisait là-dedans, à cause de son visage volontaire et ferme, et parce qu'il avait le rire facile. « Où est ta femme ?» demandait-elle. « À l'écurie, » répondait-il. La plaisanterie ne ratait jamais son effet. Le samedi après-midi, il sellait un cheval et mettait une carabine dans l'étui de la selle pour le cas où il verrait un chamois. Chaque fois, il demandait « Ça ne t'ennuie pas de rester seul ?»« Non, ça ne m'ennuie pas. » Une fois, il demanda « Et si quelqu'un venait ?» L'espace d'un instant, son regard se fit plus perçant, puis elle sourit. « Je le renverrai, » dit-elle. « Je serai de retour demain vers midi, c'est trop loin pour faire ça la nuit. » Il avait l'impression qu'elle savait où il allait, mais jamais elle ne protestait, ni ne montrait le moindre signe de désapprobation. « Il faudrait que tu aies un enfant, » dit-il. Son visage s'éclairait. « Un jour, Dieu sera bon, » dit-elle avec ardeur. Il était désolé qu'elle fût aussi solitaire. Si seulement elle avait fait des visites aux autres femmes du canyon, elle se serait sentie moins seule, mais faire des visites n'était pas son fort. Une fois par mois à peu près, elle attelait des chevaux à un véhicule rustique, une planche montée sur 4 roues. Et allait passer l'après-midi avec sa mère et toute une couvée de frères, de sœurs et de cousins qui habitaient la maison de son père. « Ah, tu vas bien t'amuser, » lui disait Jim. « Vous allez jacasser tout l'après-midi, comme des poules dans votre sacré jargon. Je te vois d'ici en train de glousser et de frétiller avec ton espèce de grand cousin, qui a toujours l'air si empoté. Si je trouvais quelque chose à te reprocher, je te traiterais de maudite étrangère, tiens. » Il se rappelait sa façon de bénir le pain en traçant le signe de la croix dessus avant de le mettre au four, de s'agenouiller chaque soir au pied du lit, et cette image religieuse qu'elle avait épinglée au mur de l'alcôve. Par un brûlant et poudreux samedi de juin, Jim était à faucher de l'avoine sur les terrains plats de la ferme. La journée était longue. Il était plus de 6 heures lorsque les ailes de la faucheuse couchèrent le dernier ruban d'avoine. Dans un cliquetis de ferraille, il conduisit la machine dans la cour de la grange, puis la fit entrer à reculons sous le hangar à outils. Là, il détela et lâcha les chevaux sur la colline, où il restait à pâturer toute la journée du dimanche. Quand il pénétra dans la cuisine, Jelka était justement en train de poser son dîner sur la table. Il se lava les mains et le visage et s'assit pour manger. « Je suis fatigué, » dit-il, « mais quand même j'ai envie d'aller à Monterey. Il y aura pleine lune ce soir. » Ses doux yeux s'éclairèrent d'un sourire. « Écoute, j'ai une idée, » dit-il. « Si tu veux, j'attelle et je t'emmène avec moi. » De nouveau, elle sourit et secoua la tête. « Non, les boutiques seraient fermées. J'aime mieux rester là. »« Bon, comme tu veux. Je vais seller le cheval dans ce cas. Je n'avais pas idée d'y aller. Tout le bétail est rentré. Peut-être que je pourrais attraper un cheval facilement. Tu ne veux vraiment pas venir. S'il était tôt et que je puisse aller faire mes courses, mais il sera 10 heures quand tu arriveras là-bas. » « Oh non, enfin, je veux dire, à cheval, il sera à peine plus de 9 heures. » La bouche de Jelka sourit pour elle-même, mais ses yeux épiaient Jim pour voir progresser la réalisation d'un souhait. Peut-être parce qu'il était fatigué par sa longue journée de travail, il demanda « À quoi penses-tu ?»« À quoi je pense ? Je me souviens qu'au début de notre mariage, tu me demandais ça presque tous les jours. » « Mais à quoi ?» insista-t-il irrité. « Oh, je pense aux œufs que la poule noire est en train de couver. » Elle se leva et alla consulter le grand calendrier au mur. « Ils vont éclore demain ou peut-être lundi. » Le soir était presque tombé quand il eut fini de se raser et eut mis son complet de serge bleu et ses bottes neuves. Jelka avait lavé et rangé la vaisselle. Comme Jim traversait la cuisine, il s'aperçut qu'elle avait mis la lampe sur la table près de la fenêtre
et qu'elle s'y était assise pour tricoter une chaussette de laine brune. « Pourquoi t'es-tu mise là ce soir ?» demanda-t-il. « Tu t'assieds toujours là-bas. Tu es drôle par moments. » Elle leva lentement les yeux de ses doigts agiles. « La lune, fit-elle calmement. Tu as dit qu'elle était pleine ce soir. Je veux la voir se lever. » « Mais tu es bête, tu ne pourras pas la voir de cette fenêtre. Je croyais que tu savais tout de même mieux t'orienter. » Elle eut un sourire lointain. « Alors je regarderai par la fenêtre de la chambre. » Jim mit son chapeau noir et sortit. Traversant la grange vide dans l'obscurité, il décrocha un licou du râtelier. Sur la colline herbeuse, il lança un coup de sifflet long et perçant. Les chevaux s'arrêtèrent de paître, s'avancèrent lentement et s'immobilisèrent à 20 pas de lui. Avec précaution, il s'approcha de son hongre roux et sa main parcourut la croupe, les flancs et l'encolure de la bête. La boucle du licou se ferma avec un léger cliquetis. Jim fit demi-tour et ramena le cheval à la grange. Il mit la selle, serra fortement la sous-ventrière, passa la bride à gourmette d'argent derrière les oreilles raidies, boucla la sous-gorge, noua la corde d'attache autour du cou du hongre et en attacha l'extrémité soigneusement roulée à l'anneau du pommeau de selle. Ensuite, il passa le licou et conduisit le cheval à la maison. Une couronne de lumière d'un rouge vaporeux rayonnait au-dessus des montagnes, à l'est. La pleine lune allait se lever avant que la vallée n'eût complètement perdu la lumière du jour. Dans la cuisine, Jelka tricotait toujours à la fenêtre. Jim alla dans un coin de la pièce prendre sa carabine 30-30. Tout en poussant les cartouches dans le magasin, il dit « Ça commence à s'illuminer au-dessus des montagnes. Si tu veux voir la lune se lever, tu ferais bien d'y aller tout de suite. Elle va être fameuse quand elle va se montrer. »« Dans un instant, » répliqua-t-elle, « quand j'aurai fini ce rang-là. » Il s'approcha d'elle et caressa ses cheveux lisses et luisants. « Bonne nuit. Je serai probablement de retour demain vers midi. » Ses yeux sombres le suivirent, tandis qu'il passait la porte et sortait dans la cour. Jim enfonça la carabine dans l'étui de la selle, monta et engagea son cheval sur la pente du canyon. Sur sa droite, par-delà les montagnes qui s'obscurcissaient, la grande lune rouge s'élevait rapidement. La double lumière des rayons attardés du couchant et de la lune montante épaississait la ligne des arbres et donnait aux montagnes une nouvelle et bizarre perspective. Des miroitements s'allumaient dans les chênes poussiéreux et leur ombre était d'un noir de velours. L'ombre immense, montée sur des pas démesurés d'un cheval et d'un cavalier, se déplaçait à gauche et légèrement en avant de Jim. Des ranchs voisins éloignés parvenaient les aboiements de chiens en train de se mettre en voie pour un concert nocturne, et les coqs chantaient, s'imaginant qu'une nouvelle aube s'était levée trop vite. Jim mit son cheval au trot. Le claquement des sabots se répercuta contre le château derrière lui et revint. Il songea à la blonde Mai du 3 étoiles, à Monterey. « Je vais être en retard. Peut-être qu'un autre l'aura eu, se dit-il. La lune s'était nettement dégagée des montagnes à cette heure. Jim avait fait 2 kilomètres lorsqu'il entendit un bruit de sabots qui se rapprochait. Un cavalier s'amena vers lui au petit galop et arrêta son cheval. « C'est toi, Jim ?»« Oui, tiens, bonsoir, Georges. J'allais justement chez toi. Je voulais te dire, tu connais la source qui est là-haut, juste au bout de mes terres. »« Oui, je connais. »« Eh bien, j'ai été faire un tour par là cet après-midi. J'y ai trouvé les restes d'un feu de camp et la tête et les pattes d'un veau. La peau était dans le feu, à moitié brûlée, mais je l'ai retirée et j'ai vu qu'elle portait ta marque. »« Bah merde, fit Jim. Le feu datait de quand ? La terre était encore chaude sous les cendres, la nuit dernière, je suppose. Écoute, Jim, je ne peux pas y monter avec toi. J'ai affaire en ville.
mais j'ai tenu à te prévenir pour que tu puisses veiller au grain. » Jim demanda calmement. « Combien d'hommes, d'après toi ?»« Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé d'assez près. »« Alors je ferais bien d'aller jusque-là. Moi aussi, j'allais en ville. Mais s'il y a des voleurs dans les parages, je n'ai pas envie de perdre encore du bétail. Je vais couper à travers tes terres, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Georges. »« J'irai bien avec toi, mais faut que j'aille en ville. T'as un fusil ? » ?»« Oui, bien sûr, là sous ma jambe. Merci de m'avoir prévenu. »« De rien. Traverse où tu voudras. Bonsoir. » Le voisin tourna son cheval et repartit au petit galop dans la direction d'où il était venu. Jim resta un moment assis au clair de lune, à considérer au-dessous de lui son ombre montée sur échasse. Il tira la carabine de l'étui, introduisit une cartouche dans la culasse et posa l'arme en travers de sa selle. Il prit à gauche, sortit de la route, grimpa une petite éminence, traversa la chênaie, puis le sentier vert qui formait ligne de crête, et descendit le versant opposé dans le canyon voisin. Il lui fallut une demi-heure pour découvrir le camp abandonné. Il retourna la pesante tête de veau qui avait la consistance du cuir et tâta la langue chargée de poussière, afin de calculer, d'après son état de sécheresse, à combien de temps remontait la mort. Il fit craquer une allumette et examina sa marque sur la peau roussie. Finalement, il remonta en selle, franchit les collines chauves et rejoignit sa terre à travers champs. Une chaude brise d'été soufflait sur les cimes. La lune, au cours de son ascension, perdait sa couleur rouge et tournait au thé foncé. Les coyotes chantaient dans les hauteurs et plus bas dans les fermes. Les chiens faisaient chorus avec des hurlements déchirants. Au-dessous, les chênes au feuillage vert foncé et l'herbe jaune de l'été révélaient leur couleur au clair de lune. Jim se guida sur le tintement des clochettes pour rejoindre son troupeau et le trouva qui paissait tranquillement en compagnie de quelques cerfs. Il tendit l'oreille, à l'affût d'un bruit de sabots ou de voix d'homme que le vent aurait pu lui apporter. Il était 11 heures passées quand il poussa son cheval vers la ferme. Il contourna la tour ouest du château de Grès, traversa son ombre et réapparut dans la lumière du clair de lune. Plus bas, les toits de sa grange et de sa maison brillaient faiblement. La fenêtre de la chambre à coucher renvoyait un vif reflet. Les chevaux au pâturage redressèrent la tête lorsque Jim traversa le pré. Une lueur rouge s'alluma dans leurs yeux quand ils tournèrent la tête. Jim avait presque atteint la barrière de l'enclos. Il entendit un cheval taper du sabot dans la grange. D'une secousse, sa main retint le hongre. Il écouta. Cela recommença, ce claquement de sabots dans la grange. Jim leva sa carabine et mit silencieusement pied à terre. Il laissa aller son cheval et à pas de loup se glissa vers la grange. Dans le noir, il entendait le bruit de meule que faisaient les dents du cheval en mâchant du foin. Il s'avança avec précaution jusqu'à la stalle occupée. Après avoir écouté un moment, il fit craquer une allumette sur la crosse de sa carabine. Un cheval scellé et bridé était là, attaché. Le mort était passé sous la bouche et la sangle défaite. Le cheval s'arrêta de manger et tourna la tête vers la lumière. Jim souffla l'allumette et sortit rapidement de la grange. Il s'assit sur le rebord de l'abreuvoir et regarda dans l'eau. Ses pensées lui venaient si lentement qu'il les traduisait en mots et les exprimait sans voix. « Est-ce que je regarde par la fenêtre ? Non. On verrait l'ombre de ma tête dans la chambre. » Il considéra la carabine qu'il tenait à la main. Aux endroits où elle avait été frottée et maniée, le vernis noir était parti, laissant à nu le métal argenté. Finalement, il se leva, l'air résolu, et s'avança vers la maison. Arrivé devant les marches, il allongea la jambe et tâta délicatement du pied chaque planche avant de lui confier son poids. Les 3 chiens du ranch sortirent de dessous la maison, se secouèrent, s'étirèrent, reniflèrent, frétillèrent de la queue et retournèrent se coucher. La cuisine était dans l'obscurité, mais Jim connaissait la place de chaque meuble.
Il avança la main et toucha le coin de la table, le dos d'une chaise, le porte-serviette, en passant. Il fit si peu de bruit en traversant la pièce que lui-même n'entendait que sa propre respiration, le léger murmure qu'échangeaient entre elles les jambes de son pantalon et le tic-tac de sa montre dans sa poche. La porte de la chambre à coucher était ouverte et répandait une flaque de clair de lune sur le sol de la cuisine. Jim atteignit enfin la porte et jeta un regard à l'intérieur. Le clair de lune s'était posé sur le lit blanc. Jim vit Jelka allongée sur le dos, un bras blanc et doux ramené sur son front et ses yeux. Il ne pouvait pas voir qui était l'homme, car il avait la tête tournée de l'autre côté. Jim regardait, retenant son souffle. Puis Jelka s'agita dans son sommeil et la tête de l'homme roula de côté avec un soupir. Le cousin de Jelka, son grand cousin, allait rempoter. Jim fit demi-tour et refit rapidement le chemin inverse, se faufilant à travers la cuisine et redescendant les quelques marches derrière la maison. À travers la cour, il revint à l'abreuvoir et se rassit. La lune était blanche comme de la craie et nageait dans l'eau, illuminant les brins de paille et d'orge tombés de la bouche des chevaux. Jim pouvait voir les larves de moustiques monter et descendre dans l'eau avec des culbutes et tout au fond de l'abreuvoir, une salamandre qui reposait sur la mousse. Quelques sanglots lui échappèrent, des sanglots secs, durs et sourds, et il s'en étonna car son esprit était tout aux cimes vertes et à la mélancolique brise d'été qui fuyait rapidement. Ses pensées se portèrent sur la façon que sa mère avait de tenir un seau pour recueillir le sang quand son père tuait un cochon. Elle s'écartait le plus possible, tenant le seau à bout de bras, afin de préserver sa robe des éclaboussures. Jim plongea sa main dans l'abreuvoir et la lune, délayée, se fragmenta en une infinité de rayons lumineux et d'éclairs tourbillonnants. De ses mains humides, il se rafraîchit le front, puis il se leva. Cette fois, il ne se déplaça pas si doucement, mais traversa la cuisine sur la pointe des pieds et se planta dans l'entrebâillement de la porte de la chambre à coucher. Jelka bougea son bras et entr'ouvrit les yeux. Soudain, ses yeux s'élargirent brusquement, immenses, puis l'humidité les fit scintiller. Jim la regarda dans les yeux. Son visage était vide d'expression. Une petite goutte coula du nez de Jelka et se logea dans le creux de sa lèvre supérieure. À son tour, elle le dévisagea. Jim leva son arme. Le déclic de la scie résonna sur toute la maison. Sur le lit, l'homme s'agita nerveusement dans son sommeil. Les mains de Jim frémissaient. Il épaula sa carabine et la tint fermement appuyée contre son épaule pour l'empêcher de trembler. Dans la mire, il vit le carré blanc entre les sourcils de l'homme et ses cheveux. Le guidon s'agita un moment de droite et de gauche, puis s'immobilisa. La détonation déchira l'air. Jim, le regard suivant toujours la ligne du canon, vit le lit tout entier tressauter sous le choc. Sur le front de l'homme, il y avait un petit trou noir, net, où n'apparaissait nulle trace de sang. Mais derrière, le coup de feu avait emporté la cervelle et l'os et en avait éclaboussé l'oreiller. Des gargouillements sortirent de la gorge du cousin de Jelka. Ses mains surgirent en rampant de dessous les couvertures. Semblables à de grandes araignées blanches, elles s'avancèrent un moment, puis elles furent prises de frissons et s'immobilisèrent. Jim se détourna lentement vers Jelka. Son nez coulait. Son regard avait quitté Jim et fixait maintenant le bout du canon. Elle geignait doucement, comme un petit chien qui a froid. Jim s'enfuit pris de panique. Ses éperons sonnèrent sur le sol de la cuisine, mais dehors, à pas mesurés, il s'avança une fois de plus vers l'abreuvoir. Il avait un goût de sel dans la gorge et son cœur battait à lui faire mal. Il ôta son chapeau et plongea sa tête dans l'eau. Puis il se courba en deux et vomit par terre. Il entendit Jelka aller et venir dans la maison. Elle poussait des gémissements de petit chien. Jim se redressa.
Il se sentait faible et étourdi. D'un pas traînant hélas, il traversa l'enclos et entra dans la pâture. Son cheval scellé vint à son coup de sifflet. Avec des gestes d'automate, il serra la sous-ventrière, se mit en selle et s'engagea sur la route qui descendait vers la vallée. L'ombre noire aplatie voyageait sous lui. La lune blanche voguait haut dans le ciel. Les chiens inquiets aboyaient lamentablement. Au petit jour, un cabriolet attelé de 2 chevaux entra au trot dans la cour de la ferme, semant la panique parmi les poules. Un délégué du shérif et un coroner étaient assis sur la banquette. Jim Moore était dans le fond, à demi couché sur sa selle. Le hongre suivait derrière fourbu. Le délégué du shérif serra le frein, enroula les rênes autour et les 2 hommes descendirent. Jim demanda « Faut-il que j'entre ? Je suis trop fatigué et trop obsédé pour voir ça maintenant. » Le coroner fit la moue et considéra le problème. « Oh non, ce n'est pas la peine. On fera ce qu'il faut et on jettera un coup d'œil. » Jim s'en alla nonchalamment vers l'abreuvoir. « Dites donc, cria-t-il, tâchez de nettoyer un peu, si ça ne vous fait rien. Vous voyez ce que je veux dire ?» Les hommes pénétrèrent dans la maison. Quelques minutes plus tard, ils ressortirent portant à eux 2 le cadavre raidi. Il était enveloppé dans un châle. Ils le soulevèrent et le firent glisser dans le fond de la voiture. Jim revint vers eux. « Est-ce qu'il faut que j'aille avec vous maintenant ? » « Où est votre femme, monsieur Moore ?» interrogea le délégué du shérif. « Je ne sais pas, » répondit-il d'un ton las. « Elle doit être quelque part dans les parages. »« Vous êtes bien sûr de ne pas l'avoir tuée, elle aussi ?»« Non, je ne l'ai pas touchée. Je la trouverai et je vous l'amènerai cet après-midi. Du moins si vous ne tenez pas à ce que je vous accompagne. »« Nous avons votre déposition, » dit le coroner. « Et bon Dieu, quoi, on n'est pas aveugle, n'est-ce pas, Will ? Naturellement, il y a contre vous une inculpation de meurtre, mais c'est purement théorique, l'accusation ne sera pas retenue. Elle ne l'est jamais par ici. Allez-y doucement avec votre femme, monsieur Moore. Je ne lui ferai pas de mal, dit Jim. Il resta planté au milieu de la cour, regardant la carriole s'éloigner en cahotant. L'air indécis, il fit voler la poussière à coups de pied. Le soleil de juin montra sa face brûlante au-dessus des montagnes et frappa impitoyablement la fenêtre de la chambre à coucher. Jim entra lentement dans la maison et en ressortit avec un fouet plombé de bouvier de 3 mètres de long. Il traversa la cour et pénétra dans la grange. En montant l'échelle qui conduisait au grenier à foin, il entendit les gémissements aigus et pleurards de petits chiens qui recommençaient. Quand Jim sortit de la grange, il portait Jelka sur son épaule. En arrivant près de l'abreuvoir, il la déposa délicatement à terre. Des brindilles de foin jonchaient ses cheveux. Le dos de sa blouse était ensanglanté. Jim mouilla son foulard au robinet, essuya les lèvres meurtries de Jelka, lui lava la figure et rejeta ses cheveux en arrière. Les yeux noirs et voilés de Jelka suivaient chacun de ses mouvements. « Tu m'as fait mal, » dit-elle. « Tu m'as fait très mal. » Il hocha gravement la tête. « Le plus que j'ai pu sans te tuer. » Le soleil embrasait la terre. Quelques mouches à viande bourdonnaient de ci de là, attirées par le sang. Les lèvres boursouflées de Jelka essayèrent de sourire. « Tu as mangé quelque chose au moins ce matin ?»« Non, dit-il, rien du tout. Dans ce cas, je vais te faire des œufs au plat. » Elle se remit péniblement debout. « Attends que je t'aide, dit-il. Je vais t'aider à enlever ta blouse. C'est en train de sécher, ça va coller à ton dos. Ça te fera mal. »« Non, je le ferai toute seule. » Sa voix avait une intonation bizarre. Ses yeux noirs s'attardèrent un moment sur lui. Il y avait quelque chose de chaud dans son regard. Puis elle se détourna et rentra dans la maison en boitillant. Jim attendit, assis sur le rebord de l'abreuvoir. Il vit la fumée monter de la cheminée et s'élancer tout droit en l'air.
Peu d'instants après, Jelka vint l'appeler de la porte de la cuisine. « Viens, Jim, ton petit déjeuner !» 4 œufs sur le plat et 4 tranches épaisses de bacon l'attendaient sur une assiette. « Le café va être prêt tout de suite, dit-elle. « Tu ne manges pas ?»« Non, pas maintenant. Ma bouche est trop sensible. » Il dévora les œufs, puis il leva les yeux sur elle. Ses cheveux noirs étaient lisses, peignés avec soin. Elle avait passé une blouse propre. « Nous allons en ville cet après-midi, dit-il. Je vais commander du bois de charpente. On va bâtir une nouvelle maison plus bas dans le canyon. » Elle lança un coup d'œil vers la porte fermée de la chambre à coucher, puis regarda Jim à nouveau. « Oui, dit-elle, ce sera bien. » Puis au bout d'un moment, « Est-ce que tu me fouetteras encore pour ça ?»« Non, c'est fini pour ça. » Les yeux de Jelka sourirent. Elle s'assit sur une chaise près de lui et Jim avança la main et lui caressa les cheveux et la nuque. Merci beaucoup pour votre écoute. À très vite.